très, très ému, impressionné de parler devant un si auguste aréopage, hem, vraiment, et très honoré aussi par cette invitation. Je ne suis pas du tout sûr d'être la bonne personne et d'avoir des choses à vous dire et des impulsions à vous donner. Hem, Peut-être pour commencer, parler enfin de rappeler ce qu'on a parfois de la peine à voir, dans sa dimension, c'est le choc historique qu'est cette pandémie et qu'a été cette pandémie. Hem, Elle est arrivée dans un moment de notre époque, enfin dans un moment de notre civilisation, de notre société, où il y avait énormément de crises, mais en même temps énormément de confiance, en particulier de confiance dans la science, dans les technologies. Et tout d'un coup, surgit cet aléa, qui entraîne des changements absolument majeurs dans nos comportements, ce qu'on pensait être intangible, des formes de société, dans des arrangements de valeurs, remet en évidence des anciens problèmes, exacerbe des problèmes de justice, d'allocation, de différence entre riches et pauvres, joue un rôle extraordinaire à la fois de révélateur, mais en même temps de transformation. Et surtout, encore une fois, de choc, hein, de sidération. Peut-être une des choses qui m'a intrigué dans le titre qu'on m'a donné, enfin, dans ce qu'on me demande de dire, c'est la question du système de santé. C'est quoi le système de santé? Et ça vaut peut-être la peine en 2 minutes de rappeler presque, enfin, dans une espèce de tableau à la Harari, d'où nous venons en termes de médecine et de santé. C'est que il y a des démarches de médecine santé dès les origines de l'humanité, dès les débuts de l'hominisation. Alors, quand était-ce, hein, est-ce que ça arrive en même temps que aussi les premières activités artistiques, en même temps que les premières activités religieuses? Enfin, c'est là que se situe le début de ce qu'on appelle les humains, les Homo sapiens sapiens. Mais dès le début, justement, dès le moment où on observe d'autres attitudes du genre art, il y a des processus, des démarches qu'on pourrait appeler religieuses et qui sont très liées à des démarches de type santé, enfin disons de type médecine, de prise en charge des humains. Et tout ça se fonde d'une certaine manière dans une révolte des humains contre l'ordre des choses. Nous n'acceptons pas la mort, la maladie, euh, la souffrance, le handicap, d'une certaine façon même la finitude. Et il y a toutes sortes de démarches qui concernent aussi, enfin il y a à la fois ce qui concerne les vivants et ce qui concerne les morts, ce qui concerne l'histoire, et toutes sortes de démarches se mettent en place. Et pour aller très vite, c'est intéressant de voir que ce qu'on va appeler médecine, enfin ce qu'on appelle rétrospectivement depuis le moment actuel médecine, ce sont beaucoup des démarches euh, peu scientifiques et très éthiques, et très tournées vers le sens, vers l'accompagnement de ceux qui souffrent, la façon de garder intégrés dans les communautés ceux qui ont des problèmes de toutes sortes. C'est vraiment des aspects très relationnels, liés aussi à des protections des gens vulnérables, euh, à des façons de gérer les rapports collectifs dans des drames, que ce soit des drames eux aussi collectifs ou des drames individuels. Mais pratiquement dans toutes les sociétés, il y a eu des démarches de type médical, pendant très longtemps liées à des démarches de type religieuse, qui d'ailleurs étaient soit simplement la même chose, soit se sont séparées. Mais la grande séparation de la médecine, c'est évidemment le moment de l'apparition d'une science vraiment efficace, parce qu'on voit assez tôt des médecines se mettre en place, des médecines naturelles à type de plantes, et aussi d'ailleurs des interventions chirurgicales. Les trépanations sont très anciennes, il y a différentes choses qu'on fait depuis bien longtemps, mais finalement peu efficaces et pas réunies dans une démarche qu'on pourrait appeler scientifique. Ça, c'est vraiment quelque chose de récent. C'est quelque chose d'ailleurs d'assez occidental, qu'on pourrait dater de la méthode anatomoclinique, d'un peu avant déjà de Vézal, peut-être, autour de l'anatomie. Enfin, il y a toutes sortes de débuts possibles à cette démarche, mais elle est récente et elle va s'accélérer beaucoup ces dernières décennies, enfin ces derniers siècles et ces dernières décennies. Si on prend rien que la question de l'agent infectieux du virus, il ne faut pas oublier que
jusqu'au XVIIIe siècle, on n'avait pas de microscope, on n'avait pas d'idée de ce qu'était une infection. On avait, on voyait bien qu'il y avait des épidémies, des pandémies. Enfin, à l'époque, c'était même pas vraiment des pandémies parce qu'il n'y avait pas de mondialisation. Mais on n'en voyait pas vraiment les causes, hein. D'ailleurs, c'est intéressant, si on pourra reparler de ça, de la question de l'attribution des causes, hein, des pandémies. Euh, mais qu'on a toujours attribué à à ceux qui, d'une certaine façon, on mettait de côté, hein, les, les, sur lesquels la xénophobie ou une forme de haine ou de ressentiment s'exerçait. Mais ça, c'est tout un aspect. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir l'explosion de l'efficacité de ce qu'on appelle médecine, à partir, en gros, du milieu du XXe siècle, hein, avec les antibiotiques, les neuroleptiques, avec l'imagerie médicale, euh, avec une médecine qui devient de plus en plus tournée vers les causes, de plus en plus moléculaire, même avec tout le développement de la génétique, de plus en plus fascinée par son efficacité, qui vient aussi, elle, de plus en plus d'un réductionnisme, c'est-à-dire d'une réduction des causes multiples et complexes pour être plus efficace. Et ça a été extrêmement efficace, justement, ça a amené beaucoup de progrès, mais en même temps, on a perdu de vue cette approche forcément holistique qu'on avait dans l'ancienne médecine, où la personne était prise dans son entier. Et très souvent, d'ailleurs, même avec une vision plus systémique, au niveau écosystémique, hein, d'ailleurs, qu'au moment de la grande force de la médecine technologique. Et d'ailleurs, qui culmine, par exemple, au niveau des lieux avec l'hospitalocentrisme, hein, dans les années 70-80, extraordinaire. Vraiment, l'hôpital, on pourra revenir là-dessus, devient la telle force technologique que c'est vraiment l'Église au milieu des sociétés qui rayonnent de la réassurance et du sens et façon de lutter contre tout ce que je décrivais avant, contre une forme de finitude. Et tout ça, d'ailleurs, nous a amené à une transformation, parce qu'il y a une espèce de coévolution entre une anthropologie et une technologie, particulièrement dans le monde contemporain. La transparence de l'humain grâce aux méthodes, aux approches d'imagerie médicale, la transparence aussi d'une partie de nos origines par la génétique, et tout ce qui a explosé ces derniers temps, ces dernières décennies autour de la numérisation de l'être humain, font que de plus en plus, l'humain a de la peine à se concevoir même comme, enfin, est remis en question dans ce qu'il pensait être simple, hein, de son humanité. Et en même temps, il y a là un projet qui va culminer autour de l'intelligence artificielle, du transhumanisme, autour de troubles de différentes sortes sur quel est le but pratiquement de l'humanité, et ce trouble est très lié aussi à l'aventure médicale même, hein. Jusqu'où on va dans la réparation des handicaps, des erreurs, dans la réparation génétique et dans l'amélioration, on voit qu'il n'y a plus de limite claire entre le pathologique, le normal ou la santé et l'amélioration. Il y a une espèce de continuum qui devient extrêmement troublant. Alors ça, je vous peins ce tableau aussi pour vous dire que on en était un petit peu là en 2019, quand est arrivée la pandémie. Et la pandémie, ça a été quand même sur cette affaire-là, sur ce grand récit que nous nous faisions à nous-mêmes, que nous nous faisons à nous-mêmes, une grosse vexation narcissique, hein. C'est quand même aussi tout d'un coup une immense impuissance. C'est-à-dire ces biotechnologies, ces gens qui nous promettaient des trucs invraisemblables, euh, et bientôt la survie à très long terme, la mortalité, pardon, eh bien, tous ces gens n'ont pas de réponse simple ou rien d'efficace contre un petit virus qui fait une quinzaine de gènes. Et donc là, il y a vraiment quelque chose une espèce de retour du vivant et de la condition de vivant de l'être humain qui est dramatique, pour employer un mot anglo-saxon mal employé. Et c'est une chose vraiment majeure. Euh, enfin, il y a toutes sortes de choses qui sont arrivées. Nous nous sommes beaucoup, enfin, il y a eu beaucoup d'hybridation, hein, de l'humain
avec les technologies, vous savez, avec les prothèses, avec toutes sortes de dispositifs implantés, mais aussi des hybridations avec des cellules dans des transplantations cellulaires, des modifications génétiques, enfin, toute cette technologie euh, nous a donné vraiment un sentiment d'extrême puissance et nous a fait concevoir le futur dans cette extrême puissance. Et voilà qu'un virus d'emblée d'ailleurs mondialisé, enfin très rapidement mondialisé en raison de nos façons de vivre, de nos comportements, des transports aériens intercontinentaux sans cesse. C'est hallucinant la quantité de voyages qu'on a pu faire il y a peu encore, euh, et qu'on fera peut-être encore d'ailleurs, mais qui révèle une grande fragilité chez l'être humain et peut-être une incapacité de nos systèmes biologiques à gérer les rencontres qui sont liées aux virus, aux bactéries qui se trouvent à différents endroits, que nous transportons tous, et on n'est pas équipé. On n'est pas équipé par nos systèmes immunitaires pour vivre des choses pareilles. Et en même temps, il y a là quelque chose qui est apparu d'assez nouveau et très important dans une solidarité, une vision très globale d'une solidarité avec à la fois, on pourrait dire, le reste du vivant, où on se rend compte que la destruction du reste du vivant, euh, et des écosystèmes en particulier, de toutes sortes d'écosystèmes, a des conséquences sur nous et que donc nous oblige à une certaine compréhension et on pourrait dire à un certain respect de ces écosystèmes, mais qui en même temps, et c'est de plus en plus clair au moment présent avec la question des variants, ce qu'on entend par une vraie vision de ce que devrait être la solidarité, par ça à lire les écrits du pape François, c'est une chose qu'il travaille beaucoup. Elle ne peut pas être simplement restreinte à nos pays et à des questions locaux, régionales de distribution des moyens ou d'allocation de ressources, etc. Elle est mondiale. Qu'on le veuille ou non, hein, les variants qui sont apparus nous sont revenus dessus et c'est pas du tout certainement fini cette affaire-là. On va voir ce qui reviendra comme variant d'immenses réservoirs de virus qu'il y a par exemple en Inde, mais dans quantité de pays pour lesquels que nous avons en gros abandonné avec nos systèmes de vaccins par exemple. Comment tout ça va s'organiser? Mais si vous voulez, il y a une espèce, ce qui se dessine, c'est vraiment une, une espèce de solidarité de fait, hein, une solidarité par la force des choses. Nous sommes une communauté de vivants entre nous et avec le reste du vivant. Et d'une certaine façon aussi, le système de santé suisse, puisqu'on parle là du système de santé, il est lié à l'international. Et on l'a très bien vu d'ailleurs au début de la pandémie, euh, on n'aurait jamais pensé que nous aurions des pénuries. Nous avons eu des pénuries de masques parce que, voilà, nous n'en produisons pas, nous importons. Il y a eu pénurie de différentes autres choses. Il y a eu des moments où on a eu très peur d'avoir des pénuries. Et il y en a eu d'ailleurs des débuts de substances et d'instruments, etc., dans le domaine de la médecine intensive. Mais nous avons un système totalement interconnecté qui fait que le système de santé suisse n'est pas un îlot dans le monde. D'ailleurs, ce n'est même pas une chose, c'est peut-être souhaitable qu'il le soit un peu plus, en tout cas un peu plus indépendant, mais ce ne sera jamais possible complètement. Euh, il n'est pas indépendant même sur le plan scientifique. On pourra reparler de la question de la recherche qui est d'emblée mondialisée. On ne peut pas faire de la recherche sur un virus comme ça sans être mondialisé, sans avoir une vision, disons, sans avoir des vraies communications, des vrais échanges, des vrais respects entre groupes de chercheurs. Et une autre chose mondialisée extrêmement importante et qui a un enjeu fondamental, c'est l'information. Et parmi tous les progrès qu'il y a eu, mais évidemment là j'enfonce des portes ouvertes, les progrès de la digitalisation de l'information, les réseaux sociaux, à voir si c'est vraiment un progrès. Mais en tout cas, tout ça fait qu'il n'y a plus d'îlot non plus au niveau de l'information et de ce que véhicule l'information comme valeur, comme vision du monde, comme fake news, au fond, comme refus des faits, comme regard tout à fait alternatif, et j'ai envie de dire comme
Peut-être comme substitut de religion, hein, substitut de croyances, qui rassurent, substitut de toutes sortes de choses. Mais là, encore moins, la Suisse n'est un domaine qui serait indépendant, donc d'une certaine façon sorti d'une espèce de solidarité mondialisée. Alors peut-être quelques mots sur le système de santé suisse. Alors avant, en 2019, déjà, il était déjà en crise, hein. On a un système qui est assez profondément en crise. Moi, j'ai aimé me promener un peu dans cette question-là de façon très bricolée, parce que je bricole dans mon coin. Mais on peut vraiment dire que il est aussi au bout de quelque chose, ce système de santé. Il est bien sûr un des meilleurs au monde, un des plus performants si on regarde certains types d'indicateurs, c'est aussi un des plus chers. Mais il est en crise déjà parce qu'il ne répond pas à certaines questions. Les patients sont de plus en plus âgés, de plus en plus avec des maladies complexes, des maladies chroniques, et c'est un système qui est beaucoup construit autour de la maladie aiguë, pour plein de raisons, pour des raisons économiques, pour des raisons technologiques, etc. Il est aussi un système qui n'est pas durable. Euh, il n'a pas de durabilité économique, déjà parce qu'il est en croissance sans cesse, en croissance économique. Mais c'est très simple de montrer que toute croissance finie, disons, est dans un monde fini. Et il faudrait d'emblée dire, alors qu'est-ce qui se passe au moment où on va atteindre la fin de la croissance? Parce que même si on ne parle pas en chiffres absolus, mais en pourcentage de PIB pris par, par la santé médecine, ça n'est pas vraiment durable, même s'il y a quelque chose qui signe le pays avancé dans le fait que davantage d'argent est mis dans la santé médecine. Mais il y a un moment où d'abord il y a une question d'allocation par rapport à d'autres domaines comme la culture, l'art ou l'éducation, etc., ou simplement les loisirs, mais aussi parce que forcément, il y a une fin. Et à ce moment-là, si on ne pense pas à la fin, il y a une forme d'effondrement qui arrive ou une forme de violence. Et c'est ça qu'on doit éviter. Il n'est pas durable en ce sens-là. Euh, il n'est pas durable non plus notre système de santé au niveau climatique, vraiment pas. Il est, d'une part, il est producteur beaucoup trop d'empreintes climatiques et d'empreintes environnementales, et là, il faut le repenser. Mais d'autre part, il est lui-même très peu résilient. Et on l'a vu d'ailleurs dans la crise sur la pandémie. On a réussi à faire face, nous, en Suisse, parce qu'on a un système extrêmement puissant, riche, etc. Mais il s'en est fallu de peu qu'il ne fasse pas face, donc il s'effondre, hein. C'était quand même un peu ça la question, une des questions qu'on se posait, avec non seulement des conséquences pour les gens malades du Covid, mais pour toutes sortes de personnes, y compris des conséquences majeures de, de, peut-être de panique d'une population devant un système qui s'effondre, hein. C'est à voir comment nous, on se serait comporté devant ça. Mais en plus, il n'est pas du tout en train de se préparer à ce qui arrive de façon totalement sûre au plan scientifique. C'est aussi sûr que le savoir médical lui-même, c'est-à-dire en réchauffement massif du climat, c'est-à-dire toutes sortes de contraintes environnementales, probablement de pénurie. Donc, il faut des systèmes très résilients. Et il n'allait pas, ce système. Il faut le penser autrement. Et donc, même sa réponse à la crise du Covid a été une réponse, moi je dirais, assez faible au fond. Beaucoup s'est reporté sur les soins intensifs. On aurait dû avoir un système beaucoup plus décentralisé par rapport à l'hôpital. Ça, c'est vraiment un point de base sur l'avenir du système. J'en parle parce que c'est dans le titre de la conférence, mais un système beaucoup plus décentré, donc déshospitalisé, d'une certaine façon aussi en grande partie désindustrialisé. Et ça, ce serait une réponse. On aurait pu distribuer de l'oxygène à toutes sortes de personnes de façon plus simple, à domicile, autrement. Le fait que l'hôpital soit le grand lieu de réponse, il devrait plus être un lieu de haute technologie, de soins extrêmement poussés, de soins intensifs, mais beaucoup moins un hôpital tel qu'on le conçoit maintenant. Une crise du sens aussi, je dirais. Il y a vraiment une crise du sens dans l'hôpital. Et ça, c'est une chose qui devrait vous intéresser, vous tous. Elle est décrite, hein, dans toutes les enquêtes. Il y a à la fois un sentiment de déshumanisation de la part des patients qui s'en plaignent, qui le décrivent, et aussi de la part des soignants avec beaucoup de burn-out, hein, quand même, beaucoup de souffrance devant, j'en touchais un mot avant, devant l'industrialisation des soins, devant une logique du management avant d'être une logique de soins, et donc une impossibilité d'être un bon soignant
selon la direction et selon le patient, selon ce que dit Samia Hurst et selon ce que dit Bertrand Levrat, directeur de l'hôpital, enfin, plutôt même pas forcément Bertrand Levrat, mais les logiques managériales, qui sont d'ailleurs des logiques de plus en plus imposées par le big data qui fait des logiciels. C'est plus des logiciels que des logiques maintenant. Et d'ailleurs, on soigne de plus en plus avec des logiciels aussi, genre UpToDate, qui sont des logiciels de, de, de décision dans le traitement à tous les niveaux. Tout ça est un véritable, organise une véritable crise de sens, hein, et qu'il s'agit de penser maintenant autrement. Je crois que pour le dire autrement, le choc de la pandémie, c'est aussi un choc sur le solutionnisme. Vous savez, cette espèce de religion de la Silicon Valley, moi, ça me trouble, enfin, ça me frappe beaucoup à quel point euh, les Américains, c'est des gens croyants. Vous savez peut-être mieux que moi. Soit ils croient en Jésus-Christ, soit ils croient en la technologie. Et la technologie qui est issue de la Silicon Valley, puis en plus, c'est intéressant de faire l'histoire de la Silicon Valley, de ces hippies qui ont eu des utopies et qui ont fini en grande partie derrière Facebook, Amazon, Google, etc. Mais comment maintenant, leur façon de voir la technologie, c'est vraiment une façon religieuse, c'est-à-dire la technologie va sauver le monde. Quand Zuckerberg s'adresse à ses employés, il ne dit pas on est les meilleurs, on va gagner beaucoup d'argent, il dit on va sauver le monde. C'est vraiment très intéressant et très important. Mais ces gens-là, ils ont quand même l'air un peu démunis maintenant. Là. Il y a vraiment quelque chose qui arrive au bout. Mais cette vision est très active dans la médecine pas en tant que système de santé vraiment, mais en tant qu'organisation, par exemple, hospitalière et tout. Ou plutôt, elle est en compétition avec une vision beaucoup plus humaine qui tourne autour du soin, autour du care et ces choses-là. Mais par bien des aspects, ce solutionnisme est celui par lequel passe l'argent. L'argent est du côté de la technologie, du côté des processus de logiciels et d'intelligence artificielle et de ces choses-là. Et donc, voilà, c'est pas du tout. Alors, je suis en train. Voilà. Bon, peut-être encore quelques mots sur le système de santé. C'est quelque chose d'extrêmement complexe, ce système de santé. C'est pas seulement justement les hôpitaux et la santé publique, d'ailleurs, d'une façon générale, et déjà la santé publique qui revient sur le devant de la scène avec la pandémie. C'est une chose extrêmement complexe qui plonge ses racines dans l'environnement, mais bien sûr, surtout dans l'environnement socio-économique hein, et la structure même des sociétés. Mais en même temps, si vous voulez, dans le système de santé, il y a des humains que sont les soignants, les malades, la population, les assureurs, les managers, enfin, etc. Et puis, il y a des non-humains, il y a toutes les technologies, les logiciels, les structures, les robots, les machines, les hôpitaux, etc. Mais ce système-là, qui est probablement le plus complexe qu'on ait jamais organisé dans nos sociétés, il exprime en même temps une vision de l'humain. C'est en lui-même presque une anthropologie. Partout ailleurs dans la société, on juge les gens selon leurs moyens, c'est-à-dire ce qu'ils peuvent payer. Enfin, les juges, ils obtiennent selon ce qu'ils peuvent payer. Dans le système de santé, il y a quelque chose comme une attitude où ils obtiennent selon leurs besoins. Et il y a toutes sortes de rites. Hein. On pourrait en faire une analyse du système de santé selon une vision presque liturgique. Hein. Il y a des rites qui ne sont pas tous justifiés par la simple approche scientifique. Hein. Il y a des façons de parler, il y a des approches, il y a des conventions très humanisantes. Il y a vraiment une production d'humanité dans le système de santé qui est très importante. En même temps, euh, peut-être ce qui est important, c'est comment il nous touche ce système de santé. Comment, alors à la fois, pour revenir à la question technologique, je disais avant, euh, au fond, il n'y a plus de normal, de pathologique, il n'y a plus qu'une espèce de continuum. En plus, enfin, il faudrait complètement revoir pratiquement la nosologie, c'est-à-dire le classement des maladies, la taxonomie nosologique, hein, avec la médecine moléculaire. On ne sait plus, donc il n'y a plus personne qui est en bonne santé. Chez tout le monde, il y a des prémices de maladie, des facteurs de risque, des choses de ce genre. Mais en même temps, les gens, eux,
attribuent une importance croissante à la santé. Ça devient quelque chose pour eux de pratiquement, là encore, il y a une espèce d'investissement de type religieux dans la santé. Et dans un jeu que joue d'ailleurs le système de santé, hein. Et c'est peut-être aussi une chose qui trouble beaucoup les gens actuellement, que ce système ne soit pas capable de toujours trouver une réponse. Dans toute la question, on pourra y revenir peut-être de la recherche, où une époque, il y a eu un moment dans cette pandémie où on disait non mais attendez, alors l'hydroxychloroquine n'est pas efficace, mais alors qu'est-ce qu'on donne aux gens? Il n'y a rien à leur donner. Il vaut mieux donner ça que rien. Donc c'était plus que du placebo, c'était vraiment un investissement dans le fait que la médecine doit avoir une réponse à une question ouverte, à une question qui est liée à quelque chose qui semble nous dépasser sur le moment. Eh bien, ça c'est vraiment aussi une espèce de mythologie qui est produite par le système, hein, qui est produit. Je discutais il y a peu avec un gestionnaire qui voit vraiment l'hôpital comme une industrie. Et je lui disais, mais c'est bien gentil ta vision du lean thinking, vous savez, la toyotisation des soins, où on travaille comme chez Toyota. Et je lui dis, mais ça produit quoi un hôpital? Je veux dire, Renault, Toyota, justement, ça produit des voitures, mais un hôpital, ça produit quoi? Ou le système de santé, ça produit même pas de la santé, ça produit des choses extrêmement complexes qui vont d'une amélioration de la santé, oui, de soins, de toutes sortes de traitements, mais en même temps, ça produit de l'humain et ça définit l'humain. Euh, J'aimerais juste aussi dire que pourtant, depuis toujours dans la vision de la santé, on a su et on a compris, et, bien, et en particulier en éthique, que la perfection, c'est tout sauf à la fois la perfection ou l'absolu, c'est tout sauf à la fois ce qu'on trouve dans la biologie et ce qu'on trouve dans l'humain. Hein, il y a une espèce de... C'est Georges Canguilhem qui dit l'humain est enroulé autour de l'erreur. Hein. On est des espèces de... Parce qu'on on est issu d'une évolution où chaque mutation était une erreur par rapport à la norme, si bien que ce que nous sommes est une espèce une espèce, si vous voulez, d'ontologie de l'erreur. Il faut avoir cette vision que l'idée, le but de la médecine, c'est pas la perfection, c'est même pas la santé ou dans le sens d'une norme, c'est pas de normaliser les choses, de rendre les gens normaux, c'est de les rendre libres. Et la santé en ce sens, libres et eux-mêmes, et la santé en ce sens, c'est une démarche de libéralisation, c'est une démarche de liberté. Et c'est tout à fait autre chose même que cette espèce de vision bisounours de l'OMS, hein, qui voit la santé comme un état de bien-être parfait, tout, c'est bien autre chose. Et c'est aussi l'affrontement de la maladie. C'est là aussi que se construit la santé, y compris de la maladie dans dans sa phase terminale, on pourrait dire, dans sa phase catastrophique. Et en plus, je pense que c'est très important parce que si on veut voir un système de santé comme impliqué dans un ensemble à la fois biopsychosocial, pour parler dans des termes de santé publique, mais aussi dans un environnement, je crois qu'il faut vraiment sortir de toutes ces visions de domination. Moi j'aime bien dire, à part ça, que je me suis formé en maladie infectieuse il y a bien longtemps, au tout début des années 80, et lorsque je me formais dans ce domaine, plutôt lorsque je finissais de me former, parce qu'à ce moment-là, j'entrais au séminaire, euh, on pensait vraiment, mes copains me disaient, mais t'es malade de faire t'es malade de faire des maladies infectieuses. On va venir à bout des bactéries grâce aux antibiotiques et des virus grâce aux vaccins, mais ça n'a pas d'avenir, les maladies infectieuses. Et l'idéal du moment, c'était la stérilisation. C'était la stérilité plutôt, pardon. La stérilité, c'était le milieu sans aucune bête où l'homme aurait tout dominé. Et on est sorti de ça par la force des choses, parce qu'est arrivé là-dessus, sur ce moment-là, le sida, et qui a été, ben, lui aussi, pour le coup, une sacrée vexation narcissique. Première grande pandémie depuis la grippe espagnole, disons une des premières grandes pandémies, mais qui a été un énorme choc pour l'époque. Et puis après, toutes sortes de maladies émergentes et les résistances bactériennes qui ne cessent d'augmenter et qui, je peux vous dire, sont un énorme souci pour la médecine actuelle. Et puis d'autres découvertes, en particulier celle des microbiotes, qui nous montrent que l'idéal, ce n'est pas la stérilité, sauf dans un hôpital et sauf
dans nos corps. Mais sinon, l'idéal, c'est des écosystèmes bactériens, c'est de vivre avec eux en bonne harmonie. C'est donc un idéal d'équilibre et d'harmonie. Et c'est extrêmement important parce que il y a aussi de ça vis-à-vis de ce virus. On doit en faire façon de ce virus, on doit lui damer le pion, mais globalement, il sera là certainement pendant un moment avec nous et il s'agira de trouver un modus vivendi. Et c'est un modus vivendi aussi qu'il faut trouver au sens très large avec l'ensemble du vivant, parce que sinon, on va se faire une succession de pandémies et on va vers, et ça va de toute façon être une grosse difficulté, on va vers une succession de défis environnementaux. Et donc là, oui, il faut donc, je ne sais pas trop comment finir cette première partie, mais peut-être rappeler que aussi le système de santé, des gens ont calculé un peu quel rôle il jouait dans la santé. Et on se rend compte, mais c'est très difficile à dire, hein, parce que ce genre de truc, on fait parler beaucoup d'idéologie, mais que le système de santé, plutôt, pour être précis, les soins médicaux, en particulier ceux qui sont donnés à l'hôpital, ne distribuent que 10 à 20% de la santé. Donc tout le reste de la santé dépend d'autres choses, comme l'environnement, la génétique, la culture, l'éducation. Vous savez, tout ça sont des déterminants majeurs de la santé, y compris l'endroit où on habite, hein. Ça vient d'être, c'est montré par des gens comme Iris Guessous, c'est très troublant. On peut faire une géographie du risque sanitaire et pratiquement de la durée de vie. Ça a toutes sortes d'implications politiques, hein. Ça n'empêche pas d'ailleurs que ces 10-20% de la santé liés aux soins médicaux gardent les soins médicaux très importants. Et ça peut jouer encore un rôle on en parlera dans la deuxième partie, je vais m'arrêter après ça. C'est pas anodin quand même qu'on continue cette aventure de l'humanité qui consiste à ne pas abandonner ceux, même s'ils sont une minorité, qui sont malades, gravement malades, à essayer de les guérir et d'améliorer leur vie, même si ça coûte très cher, et même si on fait un simple calcul coût-bénéfice de différentes mesures, il vaut peut-être mieux investir tout dans de la prévention plutôt que de mettre de l'argent dans ce qu'on a comme système de santé. Il est mal construit, il coûte trop cher, il faut le repenser, il n'est pas durable, mais on doit, enfin, ça fait partie de ce qu'on peut appeler une civilisation que d'avoir un système comme ça et d'être aussi, ça c'est peut-être aussi un aspect, d'être dans cette démarche intellectuelle que nous les hommes, on appuie toujours de curiosité, de comprendre et de comprendre qu'est-ce que c'est qu'un virus, comment on peut lutter contre lui. À cet égard, par exemple, les vaccins à mRNA sont fascinants d'intelligence collective, de voir ce qu'on est arrivé à faire. Mais en même temps, je pense que plus on exerce sa curiosité et plus on voit que le monde est construit de façon, d'une- enfin, avec une complexité qui a des émergences qui nous échappent en immense partie. Et donc, que le temps de l'arrogance, il est probablement derrière nous. Je vais m'arrêter là et puis on reprendra pour une autre demi-heure. Je laisse la parole à Steve.